Bonjour et bienvenue dans le seul magazine, la seule émission de télé qui revient sur 50 ans et plus de pop et geek culture. Aujourd'hui, une émission un peu particulière, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais laissez-moi déjà vous présenter une partie de la team, vous avez bien entendu, une partie seulement, des grands malades qui m'entourent sur ce plateau. Sa maman lui disait Martine à la plage quand il était petit pour s'endormir. Laurent Kessy, notre spécialiste, BD roman. Sa maman le tapait à coups de Nintendo Game Boy pour l'endormir. Notre spécialiste jeux vidéo, Nicolas Augusto. Sa maman était avec mon papa et je n'aime pas du tout cette chose-là. Monsieur Rurik Salé, notre expert cinéma. Car on est frères. Ouais, ça c'est un scoop que vous ne verrez pas dans Closer. Plus sérieusement, une émission très particulière puisqu'aujourd'hui, pas d'invités en plateau, mais des chroniqueurs. Nos chroniqueurs extérieurs ont le droit à la liberté, une fois par an. C'est un nouveau concept dans Plus ou moins Geek. Celui qui va donc passer 1 heure avec nous, c'est Rudy. Viens, mon petit Rudy. Rudy, bien évidemment, ne fais pas que Plus ou moins Geek dans sa vie, sinon tu n'aurais pas réussi ta vie. Je mangerai pas beaucoup. Sinon. Voilà, exactement. Oui, c'est vrai qu'on te paye très mal. Et en plus, tu n'es pas payé cette fois-ci. Je le précise. Contrairement à Rurik, qui est très bien payé. Prends le salaire de tout le monde. Rudy, bien évidemment, la Flanders Company, 20 millions de vues sur Internet. La BD, tome 2, qui est là. Bon, avant de faire le tome 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Les DVD qui cartonnent. Oui. Et tu es avec nous depuis cette saison. C'est ça, j'ai un petit nouveau. Voilà. Et Rudy va s'essayer à un petit nouveau de 80 kilos. Un beau bébé, j'ai envie de dire. Un beau bébé, non. 90 ? 90. T'es un petit peu perdu. C'est ça. Allez, tout de suite, le sommaire. Aujourd'hui, vous découvrirez ou redécouvrirez La Forteresse de Solitude, une partie de jeu Augustus, toujours commenté par l'homme à la voix d'or, un nouvel épisode du Geektionnaire de Sébastien, le jeu vidéo Castlevania et Baptiste sur une nouvelle énormité dans les blockbusters américains, l'année geek de Rudy que oui, vous retrouverez 2 fois dans l'émission, et le film culte L'invasion des profanateurs de Sépulture. Et pour finir, la shopping list. Rudy, je garde un petit peu le mystère de la série dont tu nous parleras un petit peu plus tard, l'animé en l'occurrence, et les autres surprises que vous verrez en plateau que je n'ai pas citées dans le sommaire. En tout cas, on attaque avec quelqu'un qui est toujours là sur ce plateau. C'est un peu la caution intellectuelle de cette émission, juste parce qu'il porte des lunettes, Laurent Kessy. Alors, est-ce que tu sais ce qu'est la forteresse de solitude? Mais c'est Superman. Hein. C'est Superman. C'est la forteresse de solitude de Superman. Et c'est une petite référence à Superman. Et même si ce livre n'est pas à proprement parler un livre de genre, c'est pas vraiment un livre de SF ou de fantastique. Alors pourquoi tu nous en parles? Eh ben justement, je vais essayer de vous expliquer ça. Donc Forteresse de solitude, ça raconte l'histoire de 2 personnages adolescents dans les années 70 puis 80-90, on va suivre tout leur parcours jusqu'à l'âge adulte. Un qui est blanc et qui s'appelle Dylan Hebdus et l'autre qui est noir et qui s'appelle Mingus Reed, et tous les deux habitent dans un quartier noir de Brooklyn qui peu à peu va subir ce qu'on appelle la gentrification, c'est-à-dire des habitants un peu plus riches vont pousser les pauvres vers des quartiers plus lointains, et on va suivre ce mouvement aussi à travers le passage à l'âge adulte de ces 2 enfants. Donc Dylan est un des seuls blancs du quartier, il va à l'école avec que des noirs et il subit un peu les moqueries, il est un peu maltraité. Mais quand même, il aime bien ce quartier, il a un super pote, c'est Mingus, c'est son meilleur pote, mais tous les deux, même s'ils se retrouvent tous les jours après l'école et s'ils lisent des comics et s'ils écoutent de la musique et s'ils font des graffitis, à l'école, ils essayent pas trop de montrer qu'ils sont les meilleurs amis du monde, quoi. Donc on va suivre le parcours de Dylan, dont le père est un peintre avant-gardiste qui peint sur de la pellicule en fait, et qui fait une espèce de film comme ça surréaliste. Mais pour gagner sa vie, il dessine des couvertures de romans de science-fiction. Voilà, tout est comme ça constellé de petits trucs de genre. C'est très pop culture quand même. Ouais. Le père de Mingus, lui, est un ancien chanteur de soul qui survit grâce aux samples que font les rappeurs petit à petit dans les années 80 notamment de ses anciens succès qu'il a eu dans les années 60. Et c'est parsemé comme ça de références, alors à la musique, au graffiti, aux comics. Tous les deux sont des fans de comics, et il y a une espèce d'ovni à un moment dans le bouquin. Tous les deux découvrent un anneau qui donne un pouvoir d'être invisible et de pouvoir voler. C'est-à-dire que le mec a piqué à moitié sur Harry Potter et à moitié sur le Seigneur des Anneaux. Non, pas du tout. Le truc, c'est la haine de Mathieu Kassovitz. Pas du tout. C'est un roman qu'on pourrait qualifier de mainstream jusque-là, un roman d'apprentissage, un truc assez classique, super bien écrit, reconnu par le New York Times, tout ça. Et au beau milieu de ça, plam, il y a une espèce de truc de SF, de comics, quoi, qui est envoyé là-dedans. Et on ne sait pas ce que ça fout là.
c'est pas ironique, c'est pas non plus, ça fait pas un moteur de l'intrigue, ils vont pas s'en servir pour devenir des super-héros. C'est une manière de dire pour l'auteur Jonathan Lethem, dont je vais vous dire un mot, que on peut mélanger les genres et on s'en fout. L'important c'est pas de savoir si c'est un truc de SF, un truc mainstream, un truc fantastique. L'important c'est de quoi ça parle. C'est comment c'est écrit, les personnages et tout ça. Voilà. L'important c'est pas l'étiquette, c'est ce qu'il y a là-dedans, quoi. Jonathan Lethem, c'est un type un peu particulier dans son parcours. Il a commencé par des romans de SF, de pur SF, publiés dans des petites collections dévolues à ça. Harlequin, la Bibliothèque Rouge. Voilà. Il a été très reconnu là-dedans. Et puis avec son troisième roman qui s'appelle Les Orphelins de Brooklyn, il a commencé à être reconnu par le mainstream, par le New York Times qui a fait des super critiques. Et il a fait partie un peu de cette mouvance d'auteurs qui venait de genre et qui essayait de pas d'écarter, de repousser les frontières, mais de dire mais il y a pas de frontières, on en a rien à foutre. Et voilà, c'est vraiment un mec qui adore le genre, qui a envie d'en faire, mais qui a pas envie d'en faire. Enfin, il s'en fout, lui, il a envie d'écrire ses histoires. Dernière info. Non, mais dernière info, voilà, c'est un livre, c'est bien. Et Lethem a supervisé l'édition de l'Exégèse de Philippe Cadic, qui est l'espèce de journal que Dick a tenu pendant des années, où il balançait toutes ses élucubrations, tout ce qu'il avait dans la tête sur ce qui lui était arrivé après son cambriolage et tout ça, où il revient sur tous ses textes. Et Lethem a supervisé ce truc qui est en train d'être traduit, c'est une somme monstrueuse à traduire, et qui sera bientôt publié en France, voilà, et qu'il faudra pas louper, je pense. Bon bah écoute, j'ai envie de dire bravo, mais alors, justement chez vous, j'allais me tourner vers l'invité, mais j'ai pas d'invité parce que t'es un peu ici chez, chez toi. En fait, là, tu fais une émission un petit peu filler, un peu comme les séries. Ouais, exactement. Tu sais, quand ils ont bouffé trop de budget, du coup, ils font... Autopromo. Ils font des flashbacks. Ils font, tu te rappelles quand il y a 2 épisodes. Là, tu fais, tu te rappelles quand tu faisais une chronique. Et là, je vais faire un cliffhanger. C'est pourquoi je ne te demande pas si tu as aimé, à qui tu vas donner ton plus tout à l'heure, parce que ce n'est pas toi qui voteras tout à l'heure. Ce n'est pas toi qui l'invité suprême. Je ne te dirai pas non plus, et je ne vous dirai pas non plus qui viendra en plateau tout à l'heure. Mais en tout cas, une chose est sûre, il y en a un qui n'a absolument pas le droit de venir ici. C'est Stéphane Gallo. Pourquoi Stéphane Gallo n'a pas le droit de venir ici? Qu'il a la gale. J'ai envie de rester là-dessus tout de suite. Jeu de rôle, jeu de plateau. Bienvenue dans votre parenthèse ludique. Avec un nom qui craint, mais un système simple et étonnant, Augustus est l'une des excellentes surprises du moment. Son concept, en tant que légat de l'Empire romain, vous conspirez pour devenir le nouveau consul. Mais comment ça se joue? Eh bien en fait, c'est un peu curieux, mais un peu comme le bingo. Vous voyez ce jeu réservé normalement aux plus de 60 ans? Enfin bref, là moi je vous parle d'un bingo dans lequel il y a un peu de stratégie, un bingo où le hasard ne fait pas tout, un bingo dans lequel on peut faire des petits coups en traître à ses petits camarades. Toutes sortes d'éléments qui rendent donc Augustus extrêmement addictif. Pour chaque joueur, le but du jeu est d'obtenir l'ascendant sur des provinces de l'Empire et sur des sénateurs. Chaque carte apporte des points de victoire et des avantages. Lorsqu'un joueur obtient sa 7e carte, la partie s'arrête et on fait le compte des points. Pour le moment, les joueurs choisissent leurs premiers objectifs parmi la main qui leur a été distribuée. Et ce n'est pas une mince affaire. Ici, tout est question de stratégie. Les cartes les plus intéressantes sont aussi les plus dures à obtenir par la suite. Et il vaut mieux parfois accumuler une série de petites victoires plutôt que d'en obtenir une seule qui serait très importante. Comme Anthony est le joueur le plus âgé, il est le premier à devenir crieur public. Dans un sac, il pioche des jetons de mobilisation à chaque tour. Ces jetons appartiennent à 7 catégories différentes, et si une catégorie appelée se trouve sur une de vos cartes objectifs, il est possible de mobiliser une des 7 légions dont dispose chaque joueur. Quand tous les emplacements d'une carte sont occupés par des légions, cet objectif est acquis. Retour à la partie. Vous suivez toujours? Vous allez voir que tout cela est finalement très simple. Le crieur annonce bouclier, les joueurs placent leur légion disponible sur bouclier, s'ils le peuvent. Le crieur annonce catapulte, là en l'occurrence, John est le seul intéressé, et il déplace une légion. S'il obtient un char à présent, attention, il pourra emporter sa première carte. La partie a avancé, et Leslie vient de récupérer un sénateur. John, par contre, n'a toujours pas complété son objectif. Dans le sac, il sait que 8 jetons ont déjà été piochés sur les 23 de base. Il sait également qu'aucun char n'est sorti sur les 4 présents dans le sac. Les probabilités de voir apparaître un char sont donc à présent supérieures à 25%. Nouveau tirage et double épée. Anthony crie « Ave César ». Il vient de compléter son premier objectif. Il commence par récupérer toutes les légions qui étaient engagées dessus. Il met la carte de côté pour marquer son acquisition. Et le pouvoir obtenu est vicieux. Anthony force tous les autres joueurs à retirer une légion engagée sur un de leurs objectifs. Leslie et John s'exécutent, de mauvais gré, mais ils le font. Et Anthony prend à présent une nouvelle carte objectif dans la ligne centrale. Il remplace celle-ci avec la pioche,
Et à présent, le cours normal du jeu peut reprendre. John attend toujours son char. Anthony est en train de faire un nouveau tirage. Et c'est double épée qui sort une nouvelle fois, ce qui est parfaitement normal. C'est le jeton le plus présent à l'intérieur de la pioche, il est là 6 fois. John ne déplace pas de légion, nouveau tirage, on y arrive. Et là, cela va être un poignard. Poignard, pas de mouvement non plus de la part de John. Poignard n'est présent qu'une seule fois dans la pioche. C'est donc la seule fois qu'on le verra. Cette fois-ci, attention, un nouveau jeton sort et c'est char. Ça y est, char, enfin, John crie Ave César et interrompt ainsi le jeu, le temps de récupérer son territoire. Il l'a sacrément attendu celui-ci. Le pouvoir de sa carte va lui permettre de valider un second objectif dans la foulée, ce qui va lui permettre de rattraper son retard sur les autres candidats. Il le fait de suite, il devra ensuite se choisir 2 nouveaux objectifs dans la ligne centrale et les remplacer par 2 cartes de la pioche. Les joueurs sont maintenant près de la fin, avec déjà 5 objectifs en main pour Leslie et 4 pour Anthony qui la talonne. John de son côté accumule un sacré nombre de points de victoire et pourrait tout de même représenter une menace malgré son faible nombre de cartes. Le crieur vient de changer après le tirage d'un joker et les pions sont actuellement remis dans le sac par John qui va reprendre cette charge de crieur public. Les joueurs attendent avec impatience la reprise du tirage. Seul Anthony, qui a gagné un petit peu plus tôt des légions supplémentaires, peut encore avancer plusieurs cartes en même temps. John et Leslie, de leur côté, se sont attaqués à des objectifs très ambitieux et approchent de leur but lentement mais sûrement. John s'attaque au tirage, ça y est, premier jeton, catapulte. Et ce sont 2 Ave César simultanés pour Leslie et Anthony. Leslie ayant la carte au chiffre le plus bas, elle agit la première, récupérant ses légions, son objectif et tous les avantages qui en découlent. Comme il s'agit de son 3e territoire violet, la 3e province de cette couleur qu'elle acquiert, elle prend le marqueur de points de prestige correspondant. Et comme elle vient d'acquérir là sa 6e carte, elle récupère également les points de bonus qui vont avec. Ses adversaires peuvent penser ce qu'ils veulent avec ces 2 marqueurs de points. Sa victoire est assurée à présent. Augustus. Quel bon jeu, mais quel nom de merde quand même. J'ai même pas eu le temps de boire. On continue dans quelques instants avec Sébastien Lacheret, le Geektionnaire qui lui non plus n'a pas le droit de venir en plateau, mais je l'ai vu squatter un petit peu les coulisses, donc je pense qu'il va y avoir bientôt, d'ailleurs peut-être même dans la rubrique que vous allez voir qui va suivre, des petits bouts de Sébastien Lacheret qui se promènent ici. En attendant, et je prends juste 2 petites secondes pour vous dire que vous pouvez commenter l'émission sur les réseaux sociaux grâce au hashtag, là, oui, je lance cette mode, vous savez que ça cartonne dans les cours d'école. On a le succès qu'on mérite. Le hashtag plus ou moins geek, n'hésitez pas à commenter l'émission en direct, à dire du bien de moi, du mal de Laurent, de Nico, de Rurik, du bien de Rudy, j'ai envie de le défendre aussi. Profitons-en. Allez, tout de suite, Sébastien Lacheret, le Geektionnaire, on se retrouve, waouh, dans 2 minutes. Youpla boum et bienvenue dans ce dictionnaire sur les Easter eggs, qui signifie en anglish E de bac et désigne un message, une référence, une fonction cachée au sein d'un logiciel, d'une série, d'un film, d'un jeu vidéo, d'un go de ceinture, etc. Généralement, ce sont des petites blagounettes planquées par les concepteurs au moment de la fabrication du support. Si l'utilisateur lambda ne les trouvera jamais, un petit malin avisé pourra effectuer les manipulations adéquates et accéder au trésor par le biais de recherches intensives ou de triche. Alors pourquoi ce mot? Simplement parce que le fait de trouver ces petits trucs cachés vous fournit la même excitation que des gamins courant partout dans le jardin de Pépé et Mémé pour trouver les œufs de Pâques planqués par les cloches. Une simple chanson planquée à la toute fin d'un CD après 2 minutes de vide ou le bonus caché d'un Blu-ray sont des exemples d'Easter eggs. On en trouve également sur des machines, comme ces oscilloscopes cachant un jeu de tir, de casse-briques ou jouant un morceau de musique. Les références cachées dans les films sont aussi des Easter eggs. Saviez-vous que dans quasiment tous les films d'animation Pixar, il y a un personnage du prochain film? Et ouais! Autre exemple, dans Inception, la musique qui réveille le personnage est Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. Mais la musique originale sombre et orchestrale du film est en fait l'intro d'Edith Piaf, mais descendu de 2 octaves et ralenti à 80% de sa vitesse. Vous trouverez également une foultitude d'easter eggs dans vos jeux vidéo ou vos programmes favoris. Il existe même des niveaux entièrement cachés ou des surprises un peu pourraves, style les initiales du programmeur après avoir fait un code. Ouais. Attention cependant à ne pas confondre easter eggs et caméo, car un caméo c'est l'apparition non dissimulée d'une personne connue, c'est un clin d'œil bien visible, style ça. Salut, je suis Oldelaf, le chanteur américain. Alors qu'un easter egg c'est plus ça. Salut les enfants, c'est Monsieur Bricole. Alors juste comme ça entre nous, certains épisodes du Geektionnaire contiennent des easter eggs. Mais chut, si vous les trouvez tous, je vous offre un pins parlant de l'inspecteur d'Eric. Putain c'est chelou. Normalement le monteur coupe et j'ai jamais le temps de finir ma phrase. Bon, on se fait chier là. Pendant qu'on y est, je vais vous révéler tous les easter eggs de cet épisode. Alors, déjà, il y avait... Il
Il est le seul de cette saison 3 à avoir échappé une chronique extérieure pour venir passer en plateau. C'est assez merveilleux, c'est quand même une émission où les chroniqueurs, voilà, on explique un peu le fondement de l'émission, ça change, ça bouge, on est foufou. Quand tu me parles de fondement, et d'ailleurs je vais rebondir encore sur le tien. Stop, tout de suite, ton jingle. Alors je vais vous parler de quoi aujourd'hui? On commence en image, ambiance sombre, le retour de Dracula. Castlevania. Non, ça change. Ça change. C'est quand même mieux que Mario. Ah, c'est pas pareil. Non, c'est in-game. Donc, comme vous voyez là dans cette jolie démonstration de Castlevania Lord of Shadow, alors je sais pas si vous autour de la table connaissez la saga Castlevania. Je connais les premiers parce mais que pareil, après, j'ai lâché tomber, laissé tomber. Tu as lâché tomber. J'ai lâché tomber. Génération Super NES un peu. Ouais. Voilà, alors en gros, pour vous replonger un petit peu dans les méandres de ce jeu d'aventure, plutôt platformer de profil, avec un côté un petit peu RPG qui s'est installé à la longue dans la série. On commence sur MSX, donc c'est une vieille console, arcade, puis après sur NES, Mega Drive, Master System. En gros, à peu près toutes les consoles ont eu un Castlevania. Et Castlevania, c'est un jeu d'aventure où on joue un membre de la famille Belmont, qui sont en fait une famille de chasseurs de vampires, et principalement ils vont devoir éradiquer le mal, principalement Dracula, à travers toute une grande épopée sur plusieurs siècles. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Et J'éradique le mal. j'éradique le mal, je lui pente le pieu. Et Bon, à 17 ans, je m'arrête parce que c'est vraiment. Et pour vous donner une idée, la saga va se séparer en deux pôles vraiment distincts. Les premiers qui sont des jeux plutôt typés arcade, de profil, sans notion RPG. Plus tard, dans les années 90, ils vont se séparer sur une nouvelle famille avec un côté un petit peu plus RPG, une dimension, je pense que tu y as joué, toi Rudy, où il faut récupérer des objets, il y a un côté un peu plus magique, on développe vraiment des pouvoirs et on a un château que l'on peut visiter un petit peu à volonté dans tous les sens et aller découvrir tous les secrets. Et là, aujourd'hui, je vous parle de la saga Castlevania The Lord of Shadow, qui est le dernier volume sorti, qui a été développé par les petits Espagnols de Mercury Steam. Pourquoi Ce sont petit des génies. Hein? Pourquoi petit? Petit studio, parce que c'est un petit studio. Les Espagnols. Les petits Espagnols, non, parce qu'en général, ce qu'il faut savoir, c'est que Castlevania, c'est une saga japonaise, faite par des Japonais. Il y a eu plein de jeux problématiques. On va dire que c'est une des sagas qui a eu beaucoup de mal à s'adapter de la 2D à la 3D. C'est très compliqué quand tu as un univers 2D de l'adapter dans un nouvel hub 3D. On se rappellera de l'opus Nintendo 64. Exactement, des deux opus 64 qui étaient deux catastrophes dans la saga. Parce que pixels. Exactement. Rudy, laisse-moi te poser cette question. Tu ne connais pas trop l'univers des jeux vidéo, apparemment. Non, pas du tout. Non, bien sûr. Tu as vu le bronzage, c'est le bronzage à l'écran 3DS. Non, je pratique pas mal. C'est quand même un média super intéressant pour notre génération. Puis on l'a vu évoluer quand moi, je sais que j'ai commencé avec des jeux sur Master System, NES et Atari 2600, où finalement il y avait un objectif, on l'accomplissait au final. Et aujourd'hui, on a quand même des sagas qui racontent des histoires sur plusieurs volets, avec parfois soit une base littéraire, soit carrément ça finit en littérature. Je pense à la saga Mass Effect notamment, où ils ont sorti des bouquins. Des comics à la fin. Des comics à la fin aussi, où c'est vraiment cross-média à fond, et c'est super intéressant parce que l'univers est extrêmement développé. C'est vraiment, je sais plus comment l'appeler, le 9e, 10e, 11e, 12e art, mais moi j'adhère carrément à cette nomenclature-là. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que Lord of Shadow a cette particularité d'avoir un vrai jeu d'aventure. Dave Cox, le créateur, dira en 2009, quand il propose le prototype à Konami, donc imaginez bien des petits Européens qui proposent un prototype d'un jeu, donc c'est eux qui ont une idée, ils imaginent la saga, leur renaissance de la saga, ils la proposent à Konami, les Japonais hallucinent, ils disent « Waouh, putain, c'est incroyable ce que tu as fait ». Et donc du coup, ils débloquent un vrai budget, et c'est Mercury Steam qui récupère la saga Castlevania, chapeautée par Hideo Kojima, le créateur de Metal Gear. Et donc du coup, ce magnifique embryo d'art, d'évanescence et de représentation artistique que l'on retrouve dans Lord of Shadow fait vraiment un jeu unique et peut-être pour moi le meilleur jeu d'aventure de cette dernière génération. Je voulais quand même insister sur un truc, c'est que le jeu vidéo aujourd'hui est en train de prendre des ailes et t'as l'acteur incroyable qui joue dans Vorace, Robert Carlyle entre autres. Carlyle. J'ai vu ta feuille, j'ai vu qu'il y avait un L qui manquait. Ouais, je suis désolé, j'ai ripé, pardon. Ouais, je l'ai placé, t'as vu? Oui, on a le droit de placer des petites allusions à ces émissions sur d'autres chaînes. Ok, ça sera coupé. Et donc du coup, Robert et Patrick Stewart
intègre et vont jouer les deux persos. Monsieur Star Trek. Monsieur, Exactement. Les X-Men. deux persos forts de cette grande saga. Et Robert va jouer le personnage de Gabriel. Bob. Bob. Hein, Robert, si tu nous regardes, mec, Robert, on t'aime. Un peu Bob. Je vas-y. peux que vous conseiller cette aventure pour ceux qui, en tout cas, ne la connaissent Il y a pas. carrément dans le nouveau, il y a carrément des apparitions de Robert Carlyle et Alors, Patrick c'est Stewart. pas son visage, mais c'est sa voix. Ah, super. Mais c'est juste incroyable. Et une petite dernière anecdote, les musiques ont été composées par Oscar Araujo, qui est un musicien de talent, c'est un tueur, qui bosse avec la plupart des réalisateurs espagnols dans différentes productions. Il a été mandaté pour faire le jeu et il a reçu le premier BAFTA d'une musique de jeu vidéo. Voilà. On peut D'accord. préciser BAFTA? On peut, mais pas par moi. C'est British Academy Television, machin, je sais pas quoi, Awards. C'est les Césars anglais, quoi. C'est les Césars anglais. Eh ben, Voilà. je donne mon petit point à Laurent. J'ai le droit de te Merci donner un point Lolo dans cette émission. Merci Lolo. Allez, tout de suite, on poursuit l'aventure plus ou moins geek avec un Science Friction. On retrouve un Baptiste déchaîné. Baptiste, sois déchaîné. Excusez-moi, je vous avais pas vu. Bon, il y a un truc qui m'énerve vraiment dans les films dont l'action se déroule dans l'espace. Bon, même avec les oreilles bouchées, j'ai réussi à entendre cette pure connerie. Parce que, bon, le son dans l'espace, on adore, hein, on kiffe tout, ça fait boum boum, ben voilà, c'est génial. Mais enfin, je me permets de vous rappeler juste quelque chose, hein. C'est un peu comme le Père Noël. Ça n'existe pas. Non, parce qu'il n'y a jamais eu de son dans l'espace, il n'y aura jamais de son dans l'espace. C'est comme ça, c'est une loi physique, on ne peut pas faire autrement, il n'y a pas de son dans l'espace. Qui on peut appeler, je sais pas moi, Lucas par exemple, oui, ça c'est une très bonne idée, Lucas, je vais l'appeler celui-là, je vais l'appeler. Bonjour, ici secrétaire russe de George Lucas. Merci de patienter quelques instants. Ils sont un peu chelous ces gens-là. Enfin, bref, de toute façon, c'est très simple. Pour comprendre comment ça marche le son, et pourquoi il n'y en a pas dans l'espace, je vais vous expliquer. L'air est composé de molécules. Quand je parle, je fais vibrer ces molécules en créant des pressions, des ondes qui vont se déplacer et qui vont aller jusqu'à l'oreille de la personne qui est en face de moi pour qu'ensuite elles se mettent à vibrer au niveau de son tympan. C'est comme ça que j'entends. Dans l'espace, c'est le vide. C'est le vide. Est-ce que c'est compréhensible ça pour vous? C'est le vide. C'est comme un caillou dans l'eau. Vous jetez un caillou dans l'eau. Vous voyez, il y a des ondes qui se forment. C'est comme ça quand je parle. S'il n'y a pas d'eau dans le lac, je jette un caillou sur de la terre. Il se passe rien. Et ben dans l'espace, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de son. Fin. Oh, 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 stop! Non, attendez les gars, il y a du son dans les navettes spatiales. Il faut quand même l'expliquer ça, pourquoi il y a du son dans les navettes spatiales. Dans une navette spatiale, c'est pressurisé, il y a de l'air, pression, air, vibration, son, etc., etc. Voilà. Merci d'avoir patienté, camarade Baptiste. Blond aux yeux bleus avec un slip rose cousu par maman. Alors, je vous prie de m'excuser, mais déjà, c'est pas rose, c'est Parme. Maman adorait le Parme, elle a toujours adoré le Parme, c'est tout. Je peux pas parler aux gens comme ça, c'est pas possible. Moi, je parle aux gens que quand on me dit que j'ai un slip Parme. Point. Profitez encore quelques instants de cette émission à cours à peu près normal, puisque dans quelques instants, tout va être perturbé dans cette émission. Je suis le premier d'ailleurs perturbé par cette émission. Tu l'as dit 3 fois en 10 secondes. Hein, Oui, exactement. J'adore. On enchaîne avec le grand sujet geek, cette fois-ci dédié à Tim Burton, et on va notamment parler de cette transition dans la carrière de Timmy, puisqu'aujourd'hui on met des Y derrière tout le monde, parce que Timmy commence à déconner dans sa carrière, mais c'est quand même un réalisateur de chef-d'œuvre. On se retrouve juste après. Devinette. Il aime les trucs bizarres, les films, les montres à tous, mais ce n'est pas Rurik. Qui suis-je? Et oui, retour sur la carrière du grand geek de Burbank, Tim Burton, à qui l'on doit des pépites telles que Beetlejuice, Batman, Édouard Romain d'Argent, Sleepy Hollow, Ed Wood, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou le décrié Alice au Pays des Merveilles, son plus grand succès. Profitons d'une rencontre avec Arnold Petit, expert en Timmy, pour revenir sur quelques points de la carrière du réalisateur. Comment Tim Burton est entré dans le monde du cinéma? Tim Burton, il le dit lui-même, il est devenu réalisateur un peu par accident, parce qu'il vient du milieu justement du dessin, de l'animation artistique, artiste graphique. Et donc il s'inscrit en fait dans une école en Californie qui s'appelle la CalArts, qui est tenue par Disney. Et c'est là qu'il commence à découvrir des gens qui sont issus de l'animation, principalement des studios Disney, parce qu'ils descendent chercher des gens, des jeunes talents du dessin pour travailler sur leurs dessins animés au milieu des années 80. Quelles sont les relations entre Burton et Disney? C'est vraiment cette rencontre avec les gens de Disney qui lui ont permis de vraiment filmer des choses, des premières choses. Donc au début, sa collaboration avec Disney se passe plutôt bien, parce que quelque part, la CalArts, c'est pas un endroit désagréable où travailler, où étudier.
Et très vite, on lui demande de travailler sur des projets qui sont pas du tout en adéquation avec ces influences qui viennent de l'animation de Ray Harryhausen, par exemple, ou des vieux films d'horreur de la Universal et de la Hammer. Au bout d'un moment, dessiner les petits yeux mignons des renards de Rox et Rookie, ça commence à lui peser un tout petit peu. Il passe par une période un petit peu bizarre chez Disney. Il raconte souvent qu'il s'enfermait dans un placard pendant des heures ou qu'il se mettait sous son bureau, il voulait plus voir personne. Tim Burton collabore pour son premier film avec un personnage étrange, Pee-wee Herman. Comment travaillent-ils ensemble ? Pee-wee Herman, c'est un personnage, donc son vrai nom c'est Paul Rubens. Donc c'est un personnage que Paul Rubens a inventé pour les besoins du Saturday Night Live. Donc il a commencé à créer des petits sketchs qui ont remporté un grand succès. Donc il a conservé le personnage. Et au moment où le film arrive, Tim Burton sort déjà de la réalisation de plusieurs projets, dont le court-métrage Frankenweenie, dont il a tiré un long-métrage en 2012. Ça a tout de même intéressé Paul Rubens et les producteurs de la Warner, qui lui ont donc confié la réalisation de ce premier long-métrage, qui est plus une commande. Donc Tim Burton peut mettre un petit peu de sa folie, mais le projet reste chapeauté malgré tout par Paul Rubens. Comment est né Beetlejuice ? En fait, à la toute base, c'est Michael McDowell, donc le scénariste, qui a créé le personnage. C'est pas un personnage que Tim Burton a créé, il existait déjà sur le papier. Après, la prestation du personnage, sa folie, son côté un peu grossier, un peu vulgaire, tout ça vient de l'acteur Michael Keaton, que Tim Burton avait tout de suite envisagé pour tenir ce rôle. Et il tient vraiment à dire que le film se tient surtout par la prestation de ce personnage. Comment Tim Burton a-t-il résisté aux pressions sur Batman ? Le producteur de la Warner qui travaillait à ce moment-là sur le projet, il avait son idée précise de ce que devait être Batman sur écran, à savoir quelque chose de plus enjoué, plein de couleurs, comme la série qui avait été faite avec Adam West dans les années 60. Et Burton est pas du tout dans cet état d'esprit. Lui veut proposer une version plus proche des comics qui ont été écrits par Frank Miller dans les années 80, Batman Year One et The Dark Knight Returns. Toutes ces décisions l'ont poussé, mais carrément en thérapie, quoi. Enfin, il le dit encore aujourd'hui, que Batman, ça a été une de ses expériences les plus déplaisantes. À qui appartient la paternité de l'étrange Noël de Monsieur Jack ? Sa paternité, elle est attribuable à 3 personnes. Donc Tim Burton, puisque c'est lui qui a créé les personnages, qui a créé l'univers, qui a produit le film, qui a supervisé l'ensemble et qui a créé le poème original à la base de cette histoire. C'est Henry Selick à qui il a confié les manettes. Pour Henry Selick, c'est une commande. Et la 3e personne, c'est Danny Elfman, qui a composé toutes les chansons, interprété le personnage de Jack, en tout cas sur les parties chantées. Aujourd'hui, ça dépend. De moi-même, je dirais que la paternité revient à Tim Burton parce qu'il en est l'instigateur. Mais elle revient à ces 3 personnes. L'échec d'Ed Wood a-t-il modifié sa manière de travailler ? Il n'a pas changé grand-chose suite à l'échec d'Ed Wood. Ed Wood, c'est un de ses films les plus personnels, c'est peut-être même son meilleur film. C'est le box-office qui n'a pas suivi. Pourquoi ? Pourquoi le public n'a pas suivi ? Parce qu'après que des succès de Pee-wee jusqu'à L'étrange Noël de Monsieur Jack et Batman Returns, il avait l'habitude de montrer un univers un peu fantasque visuellement, ce que n'est pas Ed Wood. Ed Wood, c'est un film en noir et blanc, ce qui déjà est une énorme prise de risque. Burton reste très philosophe face à l'échec de ce film, il en parle dans le commentaire audio, où il sait que ce film est certainement son film le plus personnel. C'est là où on retrouve le plus Tim Burton, avec Edouard aux mains d'argent. Mais ça n'a pas changé sa façon de voir ses personnages, de voir ses films et d'envisager ses projets. Pas du tout. Alice, un film décrié par la fanbase de Burton ? En fait, Alice au Pays des Merveilles, ça s'imposait comme un projet fait pour Tim Burton. Et au final, grosse déception de la part des fans. L'ensemble du film trempe dans la guimauve et dans le manichéisme absolu, ce qui est absolument pas ce dont Alice au Pays des Merveilles est question. Paradoxalement, le film fait un succès au box-office, il y a $1 milliard qui sont engrangés, c'est une folie, principalement on imagine par un jeune public. Tim Burton aussi voulait réaliser une version longue de son premier court-métrage, son deuxième court-métrage, Frankenweenie, et qu'apparemment ça viendrait d'un deal. Ils réalisaient Alice au Pays des Merveilles selon leurs critères si Disney acceptait de lui laisser toute l'attitude pour réaliser la version de Frankenweenie qu'il voulait. Frankenweenie est un film magnifique, donc à film mitigé, un bon film, donc s'il fallait en passer par là, admettons, pourquoi pas, mais... Quels sont les projets qui n'ont jamais vu le jour ? Un de ces projets qui a sûrement changé quelque chose dans sa façon de faire des films, c'est Superman Lives, qui était sa propre version de Superman, toujours produite par la Warner, et sur lequel il a travaillé 1 an et demi, et qui malheureusement n'a jamais vu le jour, parce que dépassement de budget, parce qu'une vision du personnage un petit peu spéciale. Mais c'est vrai que ce film a
ce non-film a beaucoup traumatisé Burton, à tel point qu'il a presque pensé arrêter de faire du cinéma. Il s'est rattrapé avec Sleepy Hollow, qui a été un projet cathartique pour lui juste derrière et qui a donné le succès qu'on connaît. Espérons quand même que Tim Burton arrêtera son grand écart qualitatif. Parce que nous, les freaks, les histoires bizarres, les mondes alternatifs, on les adore chez Plus ou Moins Geek. Ah bon? Le plus mauvais film que vous ayez vu? Oui, mais le prochain sera bien meilleur. J'aime bien ce que tu as dit sur Tim Burton, en fait, parce que ça a été une grande discussion avec un pote à moi, dessinateur, qui s'appelle Nicolas Ituridé, qui a une théorie toute à lui pour expliquer un peu le déclin de Burton avec ses changements un petit peu d'idéaux. C'est pour lui, tout date de son remariage avec son actrice fétiche qu'il a fait jouer dans Sweeney Todd et compagnie. Pour lui, avant cette nana, Burton, son thème principal, c'était l'étrange et le fait que l'étrange pouvait exister dans notre monde, et tant pis s'il était un petit peu à part. Il avait sa place. Alors que dans tous les films qu'il a fait après, et c'est à partir de Sleepy Hollow, on voit que l'étrange est toujours là, mais l'étrange, il est gommé, il est normalisé. La sorcière de Sleepy Hollow, on en élimine une, l'autre on la met dans le monde normal. Dans The Corpse Bride, finalement, le héros va pas avec la morte, il va avec la nana qui est normale, et etc., etc. Tu veux dire qu'il s'est normalisé par un second mariage? Normalisé, ouais. Moi, il a changé un petit peu l'âme du créateur. Je n'irai pas sur ce terrain-là. C'est une théorie. Je refuse. C'est une théorie que beaucoup de gens sortent, puisqu'ils disent la même chose sur Marilyn Manson. Ils disent à partir du moment où il a changé, à chaque fois, il est influencé par la meuf avec qui il est. Mais Hanouna, on a fait un roman photo comme on fait à chaque fois, mais cette fois-ci, on a changé les têtes. Dans un numéro précédent, on a mis Michael Bay qui discute avec Tim Burton et qui s'insulte. Donc Michael Bay, il se fait insulter par Tim Burton qui lui dit toi, tu t'es fait casser la gueule sur le tournage de Transformers 4, ce qui est vrai. Et l'autre lui dit oui, mais toi, depuis que t'as plus de Johnny Depp, depuis que t'as pris Johnny Depp, tu fais des films de merde et tout. Et c'est vrai que c'est l'image que moi j'en ai depuis qu'il a même perdu Michael Keaton, je dirais. Les films de Tim Burton, c'est fini. Et tu sais quoi, nous allons. Ouais, c'est la fin, c'est la transition. C'est super aussi. C'est la fin, c'est la transition. Rurik, nous allons te perdre. C'est le moment de te perdre. Parce que cette fois-ci, il n'y aura pas d'interview. C'est Baptiste qui fait son entrée sur le plateau. Applaudissements quand même. Et je tiens à dire qu'il ressemble à Bernard Farcy. Rurik, on te retrouvera un tout petit peu plus tard. Baptiste, non, je ne suis pas Baptiste, mais je ne lui file pas le micro. Il en a déjà un. Mais voilà, exactement. Poli, j'adore ça. Baptiste, c'est la deuxième fois cette année quand même que tu fais une incursion en plateau. Parce que tu avais déjà eu l'honneur de. 2 saisons que je poirotais dans le public. C'est vrai. Donc là, je commence à avoir un peu mal aux jambes. Et ses cheveux un peu foufou. Voilà, je suis transformé. Tu t'es laissé un peu aller un beau blond. Oui, chers amis, ça c'est parce que je veux te plaire. Chers amis, grande première. Donc Baptiste quitte sa rubrique Science Friction pour venir en plateau. De quoi vas-tu nous speaker? En fait, c'est plutôt sympa que tu nous parles de Castlevania tout à l'heure. Je voulais faire un petit lien comme ça, puisque c'est en souvenir de notre bonne vieille chronique de la saison 2. Tu parles de jeux vidéo modernes, et moi je vais vous parler donc de l'Oculus Rift. Je pense que tu connais très bien. Et en fait, donc voilà, ce projet Kickstarter qui est absolument énorme. Je ne sais pas si vous le connaissez autour de cette table, à part Nico. Il faut savoir que c'est donc un projet qui a explosé tous les records. C'était porté par un gamin tout jeune qui a 19 ans à l'époque et qui demande $250 000 et qui en réalité va récolter près de 2 500 000 $. Et pour faire quoi? Alors, la première version, la version qu'on peut trouver aujourd'hui à $300, c'est une version de développement qui est un peu moins aboutie que celle que vous voyez à l'écran. Et cette version-là est équipée donc de un écran LCD d'une résolution de 1280 par 800 pixels. C'est-à-dire que tu as quand même une maxi vision. L'énorme avantage, c'est-à-dire la grande nouveauté, c'est pour ça qu'il a porté le projet, c'est que ça couvre quasiment l'intégralité du champ de vision humain. C'est ça qui est très fort, c'est qu'une fois qu'on est immergé dans un jeu, en plus on a de la 3D puisque chaque œil va pouvoir percevoir une image distincte, on va être en 3D et avec un champ de vision complètement couvert, donc l'immersion parfaite. Alors je vais te poser une question, c'est comment ça se fait que ça n'existait pas avant? Parce que j'ai l'impression que les lunettes 3D, ça fait 20 ans qu'on nous dit un truc révolutionnaire. J'en vois jamais une. Tu te souviens, pas les 3D Vision, pardon, ça c'est la version récente, mais les révélateurs, les 3D révélateurs de Nvidia. Vous pouvez mettre sur des écrans CRT. 1987, Nintendo lance son premier Virtual Boy. Alors non, ça c'est 1996, mais 87 c'est leur premier test de casque virtuel qui est sorti uniquement sur Famicom au Japon, jamais sorti ailleurs. Et après en 96, ils rééditent avec Gunpei Yokoi le Virtual Boy. Ils se sont bien plantés. Par contre, c'était super moderne. Et Laurent est tout à fait d'accord avec ça. Bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai une petite question aussi, c'est est-ce que, comme d'habitude, il faut attendre des jeux spécialement développés pour la technologie ou vraiment là, ça te plonge dans... Voilà, à développer, c'est très très rapide. En plus, les gens ont déjà le développement de kit, donc s'ils veulent faire des jeux spécifiques, en plus, ils peuvent vraiment faire des jeux spécifiques qui seront encore mieux intégrés que les jeux traditionnels. Mais ce que je voulais dire, c'est que donc, ce gamin va créer vraiment un truc énorme autour de lui, et il y a un investisseur, alors j'ai noté le nom parce que j'ai perdu ça dans ma tête, oui, Andresen Horowitz, qui est donc, pour certains qui le connaissent,
c'est le créateur et cofondateur de Netscape, donc qui était un énorme navigateur à l'époque, qui va lui donner 75 millions de dollars pour investir. Donc non seulement il demandait 250 000, il se retrouve avec 2,5 millions et il a un investisseur à 75 millions qui arrive et qui lui dit ouais bon on va faire un peu de pognon ensemble. Petite anecdote, tu es au courant, donc le Oculus Rift arrive cette année, principalement 2014, en 2014, voilà, et c'est John Carmack, le créateur de Doom, qui a fusionné, qui soutient à mort le projet. C'est très très porté, c'est ça qui est fou. Exactement. Et du coup, avec tout l'argent qu'il a récolté, au final, pourquoi on est encore en development kit alors qu'on devrait avoir une version finale aujourd'hui? C'est parce qu'il a tellement d'argent qu'il veut continuer à investir pour avoir quelque chose d'encore meilleur. Et donc là, aujourd'hui, on en a une version qui est en 1080p, Full HD, donc une immersion encore plus parfaite. Et à l'intérieur, des petits écrans AMOLED, donc un contraste infini. Ce qui veut dire que quand vous regardez les écrans, vous avez l'impression que c'est comme la vision réelle, puisqu'il n'y a pas de gris délavé ou de choses comme ça. D'accord, t'es vraiment projeté non-stop. Ouais, dernière petite... Pour conclure ce que disait Baptiste, j'ai eu la chance de jouer avec, de le tester, de l'avoir en dev. Comment le placer, quoi. Non, mais Baptiste aussi, il a testé et c'est extrêmement bluffant. Et on peut l'imaginer très clairement, par exemple, pour les prochains films qu'on aura à la maison, et ça s'adaptera, très clairement. Je pense que des versions du Hobbit, de la trilogie, je pense qu'il y aura des choses qui vont se faire avec. Tout le délire cyberpunk des années 80 dans la fiction Exactement. est en train de On a arriver enfin avec ces cases virtuelles qu'on nous promettait depuis des années. C'est tout ça, à avec fait. le film Le Cobaye, par exemple, où oui. on rentrait dans les univers de réalité virtuelle, il y avait déjà ces casques-là. On y est, tout dernier Dépêche-toi parce que Rurik tourne sur ce plateau, c'est-à-dire qu'il va reprendre sa place. Viens là, ma petite louloute, reste à côté de moi. Tout dernier point, c'est que au CES 2014, il dévoile un projet qu'il a développé de manière totalement top secrète avec tout son argent, l'Oculus Rift, modèle Crystal, qui donc est équipé comme l'ancien d'un capteur à 1000 Hz, c'est-à-dire qu'il va prendre 1000 fois les mouvements de la tête par seconde avec un gyroscope, un accéléromètre et un magnétomètre, sauf qu'en plus il ajoute une caméra, ce qui fait qu'on réduit considérablement, voire on annihile totalement les effets de maux de tête que certaines personnes pouvaient percevoir. Donc aujourd'hui, on a une version qui n'a plus rien à ajouter. Je me permets un truc, nous avons une version beaucoup plus chère d'un Doliprane. Allez, tout de suite, vous allez voir comment Rudy arrive à se démultiplier dans cette émission, puisque tout de suite, c'est l'année geek. Comment allez-vous aujourd'hui, monsieur R? Ah tiens, vous faites des variations dans votre introduction. Vous savez comment ça marche? Nous vous posons les questions Et je vous apporte des réponses, oui. Allez-y. Alors dites-nous tout ce que vous savez sur 1978. Ah bah c'est marrant que vous ayez choisi cette date, hein. Vous l'avez fait exprès? Je vous demande pardon. Bah 1978 c'est mon année de naissance. L'année où ma mère a eu la joie de m'expulser de son utérus. Oh Seigneur. Vous inquiétez pas, je la maîtrise sur le bout des doigts cette année. Alors, par quoi commencer? Le cinéma, bien sûr. Bon, alors, si on se cantonne à la production française, le geek était un peu triste. Hein. On a quand même eu droit la même année à la sortie combinée des Bronzés et de La Cage aux Folles. La même année, heureusement Hollywood remonte un peu le niveau grâce à 2 petites bombes sur pellicule. La première, c'est Superman. Excusez-moi, face à Henry Cavill, Christopher Reeves et son costume en lycra. Certes, mais en 78, le père biologique de Kal-El, c'était Marlon Brando. Et ça, c'est classe. La deuxième, c'est Steven Spielberg qui nous l'offre avec la sortie en France de Rencontre du troisième type. On n'est pas prêt d'oublier la performance de François Truffaut en acteur, ni les 5 petites notes de musique qui permettent de communiquer avec les aliens. Je chante faux. Et en parlant d'aliens, vous vous rappelez des premiers épisodes de la série Battlestar Galactica? Ça c'était de la bonne SF. Hein. Non mais monsieur R. Ouais, je sais, aller à l'essentiel. Eh ben, l'événement marquant de cette année-là, je pense que je le tiens. Et c'est un événement électronique. C'est l'apparition d'un nouveau jeu développé par Taito sur borne d'arcade, Space Invaders. Space Invaders? Le machin avec les aliens tout pixelisés? Ah ben, ça vous paraît peut-être bizarre vu l'Antiquité, mais en quelque sorte, c'est l'ancêtre de tous les jeux de tir. Et c'est le premier jeu au monde à introduire le concept du scoring. Certes, mais... Shigeru Miyamoto, le papa de Mario, a affirmé que Space Invaders avait révolutionné l'industrie du jeu vidéo. Il a même avoué que ce serait à cause de lui qu'il s'est intéressé au genre. Ça vous la coupe, hein? On peut pas discuter avec vous. Hein. Ouais, je sais. Et j'en suis pas peu fier. On va reprendre un tout petit peu de normalité dans l'émission en faisant un gros bisou à Baptiste. Baptiste. Merci. Salut, repars dans ton laboratoire, Baptiste. La saison 3 n'est pas finie. Et n'oublie pas de m'offrir ce petit casque. Oui. Pour mon Noël. On va s'arranger. Pour mon J'ai anniversaire. quelques connexions bien sympas. Pour mon anache. Et on accueille, juste après ce jingle, Rurik, le retour de Rurik Salé en plateau. Donne-les-moi. Oh là. Mon Dieu. Allez-y, monsieur. Tout à l'heure, vous avez dit que j'allais parler de l'invasion des profanateurs. de sépulture. Eh ben non, je vais parler de l'invasion des profanateurs.
Parce que le Sépulture, c'est la première version. D'accord, mais allons-y. Mais... je vous ai geeké, mais alors un truc de Ok, ouf, là. direct, ouais. Et d'ailleurs, je ferme l'arrivée de gaz, vous avez de la chance. Vas-y. Alors, quelques petites images. They drift through the universe, pushed on by the solar winds. They adapt, and they survive. The function of all life is survival. Sleep, sleep, sleep. From deep space, the seed is planted. Terror grows. Alors, heures de l'angoisse. Le truc anxiogène. Il s'agit vraiment, je crois, de l'un des plus incroyables films de science-fiction de tous les temps, qui n'est pas sans rappeler dans l'abondance, en tout cas, Invasion de Los Angeles de Carpenter, le côté sleep. Et tu parlais aussi de Doctor Who aussi. Moi, je trouve que ça fait des images très BBC présentes, adaptation. Effectivement, et c'est un remake d'un film des années, alors je suis mauvais 50. Pour les dates, 50, noir et blanc. Alors, avant de vous dire, parler de remake, parce que c'est intéressant de savoir comment ils ont réadapté en fonction des époques, c'est l'histoire, donc là, celui-là, c'est l'histoire d'une ville, c'est San Francisco, tranquillement, tout se passe normalement, sauf qu'au départ, effectivement, pour ceux qui n'ont pas vu la bande-annonce, il y a un générique, comme ça se passe sur une planète, tu vois des espèces de spores qui s'envolent. On ne sait pas trop ce qui se passe, c'est un peu bizarre, il avait fait ça avec un gel, tout cheap, d'ailleurs, qu'ils avaient filmé à l'envers, voilà, pour la petite anecdote. Et on voit que ces spores arrivent sur Terre. On voit des petits extraits, là, ça arrive sur les feuilles, ça commence à se développer, tu vois que ça grandit, mais on ne sait pas ce que ça fout là. Et là, on arrive dans la vie des gens, normal, bon, les gens qui vont au travail, enfin, les gens qui se lèvent le matin, ce qui n'est pas mon cas. Et, la France qui se lève tôt. La France qui se lève tôt, bien sûr. Et donc, tu vois les petites vies de tout le monde. Et puis, tout d'un coup, il y a un tout petit décalage dans la réalité. Il y a l'héroïne qui commence à trouver son mari un peu curieux. Juste après une nuit où justement elle a trouvé ces petites fleurs étranges et elle les a mises dans un verre juste à côté de leur lit, en disant tiens c'est marrant tout. Et le mari le matin le mari est très froid. Un peu bizarre. Et elle va voir son grand pote, Donald Sutherland, extraordinaire acteur. Elle va le voir, un mec très cartésien parce que, et ça c'est très intelligent, il est contrôleur de l'hygiène des restaurants. Donc son travail c'est de ne croire en rien. Oui, mon restaurant est parfait. Ok, on va vérifier. Donc lui, quand tu lui dis un truc, il te croit pas. Donc elle dit, mon mari est un peu bizarre. Oui, mais je sais pas, il est peut-être un peu fatigué et tout. Bon, il fait pas attention. Puis à un moment, il va au pressing, comme ça. D'ailleurs, c'est un couple de Chinois, ce sont des vrais gens du pressing. C'est pas des acteurs. Et le mec, il fait « Excusez-moi et tout. » Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit « C'est ma femme, elle est bizarre. » Il fait quoi, votre femme est bizarre? Oui, oui, elle est plus comme avant. Puis Sutherland, il commence à dire « Ça fait 2 fois, là. » Mais petit à petit, il va regarder et il va voir de plus en plus de gens comme ça qui n'ont pas d'émotion. Et il va se rendre compte qu'en fait, ces espèces de spores sont des choses sans visage, vraiment, comme The Thing, qui en fait recopient les êtres vivants des planètes où ils sont, pour coloniser, font des doubles sans émotion. Une fois qu'ils ont on va dire, étouffé la planète, ils choisissent une autre planète. Et on est d'accord que c'est hyper moins cheap que la version des années 50, puisque alors, oui, mais les extraterrestres venaient avec des énormes cocons. C'est pas la même. Mais il y a encore des cocons dans celle-là. Tu les vois travailler les cocons. Après, c'est pas la même époque, pas le même budget. Mais c'est marrant, c'est que à chaque fois, il y a une petite métaphore. Là, c'est plus on va dire, la déshumanisation des choses, etc. Il y a un petit côté un peu punk, puisque le réalisateur arrête pas de montrer comme étant plus ou moins suggéré le quartier général des extraterrestres, une espèce de grande tour de financiers, j'ai oublié le nom exactement. Et ben cette tour de financiers, c'était les gens qui mettaient l'argent du studio et qui en fait ont financé le film. D'accord. Donc il arrêtait pas de se foutre de leur gueule. C'est pas mal au niveau de. C'est couillu. La mise en abîme. C'est couillu dans le. Ça il le fait. Tu vois, dans le commentaire audio, il dit vous voyez là dans le reflet de la vitre, on voit encore la tour, etc. Et dans la version des années 50, bien sûr, comme dans Le Village des damnés, autre film où on voyait tout un village avec les enfants qui avaient plus d'émotion, c'était bien sûr anticommuniste. C'était la menace qui venait d'ailleurs. Donc il y a toujours un petit truc. Ce qui est marrant dans ce film-là, c'est que, enfin dans cette saga, parce que c'est une vraie saga, c'est que le film original a donné lieu à 3 remakes. Donc il y a quand même 4 fois le même film. Je crois, je veux pas me tromper, mais j'ai l'impression que ça fait partie. Dernière version avec Nicole Kidman, si Nicole Kidman et James Bond, Daniel Craig, c'est pas terrible du tout. Par contre, c'est un peu mauvais. Ce truc, Invasion. Et honnêtement, c'est un peu chelou. Hein. Non, c'est pas réussi. Pourtant, Daniel Craig a un visage très froid qui peut passer. Moi, je trouve très bon dedans. Et la troisième version, le deuxième remake, on va dire, c'était Abel Ferrara. Ça s'appelait Body Snatchers. Et là, ça se passe dans une. Non, ça c'est Abel Ferry. Abel Ferrara, c'est le New-Yorkais qui a fait. Oui, putain, autant pour moi, on a mis. Lieutenant, surtout, c'est son fer de lance. Et lui, ça se passait dans une base militaire où tu voyais les militaires sans émotion. Et tu avais Forest Whitaker, notamment dans une scène où ils s'approchaient tous de lui. Et il avait tellement peur de devenir comme eux qu'il se suicidait. Donc c'est toujours un film que tu peux adapter en fonction de l'époque. C'est assez incroyable. Et le casting de Donald Sutherland, Leonard Nimoy, où le réal a choisi Spock lui-même en disant c'était un super acteur et moi je voulais qu'il sorte de ça. Il est psychiatre, non? Il est psychiatre et lui, pareil, il rationalise tout.
tout. Et Jeff Goldblum, qui n'était pas encore connu. Je me souviens, il a une espèce de col roulé, ça m'a marqué ça. Oui, il a une coupe, mais il est génial. C'est vrai que le col roulé, c'est tellement de mauvais goût qu'on s'en souvient le assez col roulé souvent. sur Monsieur Spock, c'est... Ulrich, on est d'accord sur les 4, c'est quasiment le seul à garder. Le premier est intéressant quand même. Noir et blanc. Ouais, quand même. Et le héros du premier fait une petite apparition dans celui-là. C'est très marrant. Voilà. Et nous allons faire cette fois-ci une grande apparition de Rudy dans l'émission. Rudy, c'est à toi. Nous nous tournons vers toi, Rudy, car c'est ta première en plateau. J'ai envie de te mettre un peu la pression. Ouais, t'as envie de mettre la pression. Est-ce que tu veux des applaudissements? Non. Applaudissements quand même. C'est la psychologie inversée, ça marche toujours. Je veux juste m'excuser auprès du reste de la bande. D'habitude, c'est Carole qui nous présente les mangas et les animés. Et cette fois-ci, c'est toi. Voilà, c'est tout. Débrouille-toi. Voilà, débrouille. D'accord, très bien. Moi, je voulais vous parler. Tu m'avais demandé de parler de quelque chose qui m'intéressait en ce moment. Tu n'es pas très à jour. Tu m'as demandé de parler de Buffy. Enfin, ça fait. Mais bon, on va pas parler donc de la blonde qui tue des vampires aujourd'hui. Même si ça aurait été bien avec ta Castlevania. Mais non, je vous parlais d'un animé qui est sorti récemment par un tout nouveau studio qui s'appelle les studios Trigger. Qui ont fait parler d'eux il y a peut-être un an, il me semble, en sortant gratuitement sur le net leur premier court-métrage, qui s'appelle Little Witch Academy, et qui était juste une grosse claque dans la tête à tout le monde, de par les techniques d'animation, de par le style graphique, et de par le fait aussi que c'était gratuit sur YouTube pour tout le monde. Donc voilà, donc ils ont frappé pas mal en faisant ça, et ce studio a lancé sa première série, donc c'est pas des OAV, c'est pas un film, c'est bien une série. Cette série s'appelle Kill la Kill. Alors, c'est une série d'épisodes qui dure à peu près 20 minutes. Donc on arrive dans un lycée, le lycée Onoji, l'académie Onoji, qui est dirigée par une main de fer, par la présidente du conseil d'élèves, qui assoit son pouvoir sur tout ce périmètre en distribuant des uniformes, les uniformes Goku, qui donnent des pouvoirs à ceux qui les portent. Alors, les uniformes à 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, le pitch a l'air tout à fait banal comme ça. Et arrive dans cette académie Matoy, une jeune fille, la nouvelle élève, elle est présentée comme la nouvelle élève, et qui cherche en fait le meurtrier de son père, qui n'a qu'une chose pour l'identifier, c'est une demi-paire de ciseaux géants. Ah oui, quand même. C'est un pitch hyper banal. C'est un pitch hyper banal. Et donc, elle débarque dans cette académie, commence à faire du bruit et elle pague un petit peu la directrice du bureau des élèves en me disant « Tu reconnais ces ciseaux? Est-ce que tu connais celui qui a tué mon père ?» Et à partir de là, elle a juste une envie, c'est de lui faire cracher le morceau. Mais elle n'y arrive pas, parce qu'elle n'a pas d'uniforme Goku qui la rend super puissante. Mais très rapidement, elle va se retrouver dans le labo secret de son cher papa disparu et trouver un uniforme qui va lui donner des pouvoirs super balèzes. Cet uniforme s'appelle Sanketsu, c'est un Kamui. Et à partir de là, c'est du n'importe quoi. Le réalisateur de Kill la Kill, on lui doit Gurren Lagann, il était réalisateur dessus. Il a travaillé sur des films d'animation qui ont marqué un petit peu toute une génération, comme Redline, qui était vraiment avant-gardiste. Evangelion, que ce soit la série ou que ce soit les remakes qui sont faits actuellement. Il est responsable, il est réalisateur, il me semble, sur l'épisode numéro 2. Et après Gurren Lagann, il a un petit peu fermé la porte à Gainax. Il est parti voler de ses propres ailes parce qu'il était trop barré. Il a vraiment un comportement très particulier avec les fans, limite je t'aime moi non plus, donc il a pris ses affaires, il s'est parti, il a créé son propre studio, et cet animé il est sorti, et c'est une leçon d'animation à tout le monde. Ça fait quand même peut-être une dizaine d'années qu'on est on a une espèce de standardisation de ce qu'on voit, en tout cas au niveau série animée. Je ne parle pas des OAV du cinéma, où là il y a quand même beaucoup plus de latitude à innover, à faire des choses un peu différentes au Japon. Mais au niveau de la série télé, c'était très redondant. Et là, il met de la couleur, il met de l'animation, il met des techniques, il met une narration, un côté ultra barré qui nous change un petit peu des petites culottes, même s'il joue là-dessus aussi, mais c'est très ironique finalement. Tu veux dire que ce serait presque en fait un mec qui se met presque en opposition par rapport à tous les clichés. Le prenez pas mal chez vous, mais pas tout à fait, puisqu'il les utilise. Vous montrez un épisode de Kill la Kill à Ségolène Royal ou ses copines Maman Kato. Elles vont avoir la tête qui tourne à 180 degrés, vous crachez du guacamole à la gueule et puis elles vont monter le rideau. C'est qu'il le détourne. Son héroïne, quand elle se bat, elle a un costume où en fait il s'arrête là et il reprend là.
Après, t'as 2 bandes. Démerde-toi. Et pendant tous les premiers épisodes, elle se bat avec le rouge aux joues. Elle a honte de ça. Et tant qu'elle a honte de s'exhiber comme ça, elle n'arrive pas à aller à fond. Et l'idée, c'est... Enfin, il y a un propos un peu barré. Ouais. Peut-être que les traductions ne sont pas encore tout à fait... Tu me parlais du mode de diffusion, pour finir, qui est très particulier. Et en France, ce qui est très intéressant, c'est que c'est peut-être le seul animé au Japon que vous pouvez regarder sur le net, en streaming, légalement. Et voilà, donc avec de l'astuce, beaucoup d'audace et beaucoup de génie aussi de la part de ce monsieur, on a une série qu'il faut regarder. Ayez plus de 2 ans quand même, sinon vous risquez d'avoir une petite hémorragie à ce niveau-là. Pendant qu'on parlait de génie, j'ai envie de vous proposer de regarder la shopping list, quoi. Voilà, c'est comme ça. En fait, je sais pas comment tout est arrivé. Au départ, ça se passait normalement, j'étais sur le plateau, je faisais ma shopping list. Chez l'éditeur Iseki Nisho, vous trouverez Nippon no Haikyuu, un très bon ouvrage d'un urbex. Qu'est-ce que c'est qu'un urbex? C'est un explorateur urbain qui va dans des lieux un peu chelous abandonnés pour prendre de jolies photos. Là, en l'occurrence, des photos des lieux abandonnés du Japon les plus incroyables. Ça va des fêtes foraines, ça va de maisons, de villes, et carrément l'île, vous savez, l'île fantôme qu'on voit dans le dernier James Bond, Skyfall. Eh ben voilà, il y a été, il l'a shooté, et c'est très bon. La voix de la colère. Oh, Adrienne. C'est écrit par Antoine Rouault et publié chez Brajlon, un très bon cadeau. C'est l'histoire d'une historienne qui doit creuser les souvenirs d'un vieux guerrier pour réussir à mettre la main sur un objet mythique. Et je tiens à vous dire quand même que l'auteur m'a dédicacé le livre que je vais vous lire tout de suite. Pour David Fressino, c'est moi. J'espère que vous apprécierez mon premier roman. De la colère, certes, mais beaucoup d'humanité. Je tiens à vous dire que votre émission est excellentissime. Je la regarde souvent en prenant ma douche, en me caressant ou en promenant mon chien. Votre talent est inéluctable et éclabousse tout le reste de votre équipe qui devrait certainement mourir anesthésié tellement ils ont peu de talent comparé à l'éclat naturel que vous dégagez. Merci Antoine. Ah non, ça c'est pas cool par contre. Et puis là, je me retrouve ici avec vous, mais moi, j'ai pas besoin d'un psy, quoi. Je devrais être en plateau en train de vous parler, par exemple, de Donkey Kong Country Tropical Freeze. Alors, faut savoir que le premier jeu est sorti en 94 sur la Super NES, mais là, c'est une version Wii U avec des designs d'enfer. C'est un peu la référence du jeu de plateforme. Alors, le pitch hyper simple, Donkey Kong, en fait, son île est envahie par des Vikings. Alors, on peut peut-être juste regretter, par contre, le mode coopératif qui est tout pourri. Moi, j'aurais préféré jouer avec 3 ou 4 potes, c'est quand même plus sympa. Mais après, par exemple, j'aurais enchaîné avec Fiction. Alors, c'est une revue qui est publiée depuis 1953, la plus ancienne revue de SF en France. Alors, dedans, on y parle de Spinrad, il y a des extraits de romans, il y a des nouvelles. Le seul truc qui manque peut-être, c'est Laurent Kessy. Maintenant que j'y pense, je suis peut-être là parce que j'aimais American Clown de Louis Le Hir. Alors vous voyez, c'est une sorte d'œuvre très graphique, très dark, avec des couleurs bleues qui se mettent en opposition avec le nez rouge du clown. Ben justement, le clown, c'est une brute épaisse qui est confrontée tout le temps à la violence. Alors, sa fille est morte et là, il va à New York dans les années 30, il va être confronté à la crise. Enfin voilà, c'est extrêmement puissant. Non, vous voyez, ceux qui ont vraiment besoin de psy, excusez-moi, c'est des super-héros. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les super-héros, voilà une édition DVD qui est excellente. Super-héros, l'éternel combat, sorti chez Arte Édition. Ça revient sur 80 ans de super-héros, mais attention, monsieur le psy, avec des interviews de leurs créateurs originaux. Et ça dure 3 heures. Non, parce que moi, on m'envoie chez le psy, excusez-moi, mais celui qui devrait y aller, c'est Noé. Alors ça, c'est une BD qui est excellentissime, c'est écrit par Darren Aronofsky, c'est bien évidemment pour introduire le film au cinéma, ça vous en doutez bien. Il a fait la même chose qu'avec The Fountain, c'est-à-dire s'appuyer sur un support visuel et émotionnel beaucoup plus fort que le cinéma, c'est-à-dire la bande dessinée. Noé, bah, c'est simple, il vit dans un monde hyper aride, entouré de barbares, et toutes les nuits, il rêve qu'il va y avoir un déluge incroyable. Franchement, il mériterait une séance, lui, hein. Ah, moi j'ai des rêves plus simples, par exemple la table manette NES à 2790 €. Ça c'est des beaux rêves quoi. Alors vous en pensez quoi? Je suis malade docteur, c'est grave? Ah mais non, tout va très bien. Fin de ce numéro très spécial de Plus ou Moins Geek où nous avons libéré les chroniqueurs extérieurs en partie puisque RL, Fred et Seb sont retenus en Bretagne, ils sont bretons. Oh, et oui, ils ont des chapeaux ronds mais en tout cas ils sont punis de plateau. Peut-être un autre jour, peut-être nous les verrons. En tout cas, aussi une petite nouveauté puisque nous n'avons pas pu attribuer de plus au chroniqueur qui a le plus convaincu notre invité, mais en même temps on n'a pas d'invité. Donc j'ai envie de faire venir quelqu'un d'autre. Yumi s'échappe de sa boutique de cosplayer, elle rentre en plateau. Elle est magnifique. La vache! Elle est belle, hein? Ouais. Viens sur mes genoux, ma petite. Non, tu es encore mineur. Yumi, on va juste rappeler et te rafraîchir la mémoire. Laurent t'a parlé d'un bouquin. Elle n'a pas écouté, qu'est-ce que tu veux qu'elle lui La donne? forteresse de solitude. Si, écouté. Mais c'est très mal poli d'écouter. Rurik. Moi j'ai parlé d'un... Des invasions de profanateurs. Les invasions de profanateurs. Voilà, le retour vers le futur. Nico, c'était Castlevania. Et Rudy, tiens, j'ai envie de t'intégrer dedans aussi avec Kill.
Je te laisse te démerder là. Kill. Ton petit plus? Bah moi, sans hésiter, ça sera Nico. Est-ce que c'est parce qu'il parle américain? Est-ce que c'est parce qu'il est beau? Oui. Parce que je t'insulte pas, je ne t'embête jamais. C'est parce qu'il y a une histoire de respect. n'insulte pas le cosplay. Allez les amis, j'ai besoin d'un tonnerre d'applaudissements pour me sentir porté avant de vous dire un petit au revoir. Tonnerre d'applaudissements. Peut-être qu'un jour nous aurons du cosplay dans Metaluna, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à très bientôt. On va reprendre le fil normal de cette émission. Oh là là, quel moment de solitude. Allez, à très bientôt. N'oubliez pas de parler autour de vous de plus ou moins geek. Allez, à ciao, bye bye.